Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Dupeyrat. Bonjour Philippe. Bonjour Florent. Content de te voir. Moi aussi. On a mis du temps à caler cet épisode, mais on a réussi enfin à se trouver à Paris. Toi, tu habites effectivement en Rhône-Alpes-Auvergne, je crois, c'est ça ? C'est ça. Et moi, j'habite en Bretagne, donc le temps de trouver le bon moment pour se voir à Paris est arrivé. Tu es aujourd'hui le fondateur et le CEO d'une entreprise qui s'appelle 4jours.work, qui est une entreprise sociale qui accompagne les organisations dans leur transition vers les semaines de 4 jours. Et je ne dis pas la semaine de 4 jours, mais on y reviendra évidemment plus en détail. Tu es aussi le représentant français d'une ONG internationale qui s'appelle 4Day, 4Day Week Global. Tu es devenu l'un de leurs porte-parole les plus engagés sur ce sujet en France et aujourd'hui reconnu comme un expert du sujet en France. Ton parcours est celui d'un entrepreneur social passionné par l'avenir du travail et l'égalité des chances. Et tu fais le pari audacieux que travailler moins, c'est finalement travailler mieux. Mais ça, on va y revenir évidemment plus en détail. Alors avec ton équipe, tu as déjà accompagné de nombreuses organisations. Tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer ce que tu fais, tes convictions aussi sur tout ça. Et aujourd'hui, les résultats sont quand même bluffants hein, quand on voit tes statistiques. 91% des orgas qui testent la semaine de 4 jours ou un modèle de semaine de 4 jours le maintiennent dans la durée. Donc c'est quand même une réussite, 9 sur 10, c'est quand même une belle réussite. Et donc tu vas nous expliquer comment cette révolution du temps de travail peut devenir un véritable levier d'attractivité et de fidélisation pour nos entreprises dans ce monde économique compliqué et perturbé. En tout cas, Philippe, vraiment ravi d'échanger ensemble sur ce sujet et peut-être de déconstruire des mythes autour de la semaine de 4 jours. On est parti ? Allez. Avant toute chose, Philippe, moi je t'ai présenté, mais c'est la présentation de Florent. Quelle est un peu ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui effectivement très engagé sur ce sujet du temps de travail et des semaines de 4 jours ? Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des bonnes cartes en main et bien les jouer dans mes études. Et lorsque j'ai commencé ma carrière, je suis allé vers Conseil, Google, enfin plutôt des gros groupes. Plutôt là où on va quand on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. T'as fait quoi comme études ? J'ai fait l'école de commerce de Paris. D'accord, ok. Et progressivement, j'ai eu une prise de conscience de me dire, déjà, j'aime énormément le fait de challenger le statu quo. Après ces premières expériences, je suis allé chez Aramis Auto, qui est une start-up maintenant du scale-up, qui accompagnait justement la transformation de la mobilité, de l'achat automobile. Et je trouvais que dans la manière dont on réfléchissait, c'était très intéressant parce qu'on se posait la question de pourquoi est-ce qu'on fait toujours comme ça ? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose différemment ? Est-ce qu'on ne peut pas être plus ambitieux ? Et après quelques années là-bas, je me suis dit, c'est quoi la finalité de ce que je fais aussi ? Et c'est là où j'ai basculé il y a environ une dizaine d'années. Parce que tu n'étais pas RH là-bas ? Non, je n'étais pas RH, j'étais lancement de projets innovants, stratégie, okay. Direction commerciale et opération. Et je me suis dit, j'ai envie d'avoir la même agilité intellectuelle, le même pouvoir d'action, mais de le faire au service d'une finalité peut-être qui me parle plus. Et ça, c'était mon grand basculement dans l'ESS, il y a 10 ans, avec La Ruche qui dit oui.
Et depuis, en fait, depuis 10 ans, je travaille sur des thématiques de pyramide de Maslow. Donc ça peut aller de l'alimentation jusqu'à l'éducation, en passant par un sujet que je trouve très transversal aujourd'hui, qui est comment on repense la semaine de travail. Et en libérant ce temps-là, on se donne la possibilité de faire société, tout en maintenant des hauts niveaux de compétitivité. Ok. Ça, c'est très succinct. Ok. Et donc, t'as créé ta société il y a combien de temps à peu près là? 4 jours pour work, c'est à 14 mois à peu près. Ok. Voilà, la première année, on a une vingtaine de clients et je dirais, ce qui est intéressant, c'est que on accompagne les entreprises dans leur réflexion sur les semaines de 4 jours, du stade vraiment très très prémisse, je me pose la question de quoi on parle, jusqu'à est-ce que c'est faisable pour moi, donc audit de faisabilité RH, point de friction, l'impact de l'IA sur la libération de certains temps pour des métiers, et jusqu'à ok, je veux y passer, je veux expérimenter, je commence par quoi? Ok. Ok, on va revenir sur tous ces points-là. Alors, comme je le disais en intro, tu es aussi le représentant d'une ONG. Tu peux nous parler de cet engagement que tu as? Ouais, alors moi j'ai toujours cru beaucoup aux coalitions et puis je trouve que c'est intéressant ce sujet de pas avoir juste une portée nationale. La semaine de 4 jours, en fait, il y a des entreprises en Corée qui y passent, il y a des entreprises en Afrique du Sud qui y passent, il y a des entreprises au Brésil qui y passent. C'était un concept qui a été plutôt popularisé dans le monde anglo-saxon initialement, avec une logique de se dire est-ce que je suis capable de maintenir la même productivité en travaillant différemment? La réponse était oui. Et sur lequel on a aussi du soutien de recherche académique, donc l'université de Münster pour l'Allemagne, Cambridge pour l'Angleterre, etc., etc. Et nous en France, c'est l'EM Lyon Business School. En tant que représentant français de cette organisation, ça me permet de faire des ponts. Déjà parce que demain, je pense qu'il y aura des entreprises transnationales, des multinationales qui passeront en semaine de 4 jours, elles auront besoin d'y passer collectivement dans différents pays. Et puis, ça permet de se rendre compte qu'il y a des invariants. La semaine de 4 jours, d'un point de vue économique, ça marche dans beaucoup de cas qu'on a pu observer partout dans le monde. Et pour les salariés, ça fonctionne aussi, alors qu'on pourrait très bien se dire, je comprends pas pourquoi l'Afrique du Sud, il y a des entreprises qui veulent passer la semaine de 4 jours, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres problématiques? Donc ça permet de déconstruire des premiers préjugés. Ok, d'accord. Alors, quel était dans ta vie pro et le plus récemment possible, du coup, maintenant, les moments charnières qui t'ont convaincu que la semaine de 4 jours ou les semaines de 4 jours, on va revenir un peu plus tard sur cette différence, c'était non seulement possible, mais pour toi, dans tes convictions, nécessaire pour l'avenir du travail. Qu'est-ce qui s'est passé de se dire, ok, je viens sur ce terrain de jeu et je veux faire bouger les lignes et agir sur ce sujet? En gros, il y a 2 moments de vérité. Le premier, c'est je fonde l'association 4jours.work, pas 4jours.work, excusez-moi, mavoie.org, qui accompagne les décrocheurs. Ok. Voilà. Et en essayant de capter leur attention sur des réseaux sociaux comme TikTok et de les ramener progressivement vers 18 mois d'apprentissage, etc. Et eux, ils me disent 3 choses. Ils me disent, de toute façon, je sais que je vais travailler jusqu'à 70 ans, voire plus. Aujourd'hui, j'ai pas la même qualité de vie que mes parents et la planète est en train de brûler. Vous me demandez de rentrer dans le système classique. D'habitude, j'ai pas mal de réparties, mais là, j'étais un peu sec parce que réellement, je trouve qu'ils avaient raison sur les 3 points. Et je me dis, mais comment est-ce que je leur réponds à cette génération qui challenge le modèle dans lequel on est et qui, d'une certaine manière, ont raison de le faire. Et donc, première prise de conscience. Deuxième prise de conscience, moi, je suis papa de 2 jeunes franco-colombiens. J'habite à Annecy, mon association est à Paris. Mes beaux-parents à Bogota, mes parents à Marseille, et ils ont 17 mois d'écart. Et là, on se dit, mais comment on peut faire carrière en étant 2, en ayant de l'ambition, quand on devient parent dans ces cas-là? Et voilà, j'ouvre un peu la focale, j'en discute avec des amis, je regarde autour de moi et je me dis, mais on est tous dans la même galère, on est tous dans une galère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis mauvais? Tous le sentiment de l'imperfection et puis de courir partout, d'avoir le temps pour rien. Et là, on peut se poser la question un petit peu de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de système? Alors du coup, je commence à m'intéresser à l'organisation, et puis je tombe sur ces réflexions sur semaine de 4 jours, et je me dis, mais finalement, on parle beaucoup des semaines de 4 jours, mais quand je regarde au niveau nucléaire, aujourd'hui, la majorité des foyers français travaillent 10 jours par semaine à l'extérieur. Et quand je regarde l'histoire du travail, la semaine de 10 jours, donc 2 fois 5 jours travaillés à l'extérieur, c'est très récent en fait, ça a 25 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, les femmes travaillaient gratuitement à la maison et ça permettait aux hommes de faire carrière. C'était tranquille pour nous, mais c'était pas juste et c'est pas souhaitable. Donc, une grosse partie aujourd'hui des 45% d'absentéisme de plus en 5 ans, des burn-out x3 après Covid, post-Covid, etc., s'explique aussi par une intensification du travail, mais aussi une disposition différente aujourd'hui avec les femmes qui veulent faire carrière et qui questionnent leur place aussi
à la maison. Ok, très très clair. Et du coup, donc tu crées une entreprise. Ouais. Est-ce que tu as réussi à appliquer la semaine de 4 jours dans ta propre entreprise, dans ton organisation pro-perso? Alors, merci de me poser cette question-là. En plus, tu me la poses bien. Parce qu'il y en a qui me disent, mais du coup, tu travailles que 4 jours? Ouais. Alors, moi, je réponds, non, je travaille pas que 4 jours. Par contre, je vais te dire ce que je fais le 5e jour. Donc, la réponse est oui, avec 4 jours.work. Je suis à 4 jours, 3 semaines sur 4, 4 jours et demi la dernière semaine. Et qu'est-ce que je fais de mon temps libre, entre guillemets? Et ben alors, j'ai une demi-journée où je prends soin de mes enfants. Et puis, j'ai aussi mon engagement associatif qui continue avec mavoix.org. Et j'estime que ça, c'est du travail. Et c'est la différence entre l'emploi, travail rémunéré dans un certain cadre, et le travail qui peut être plus ou moins formel et qui fait aussi qu'on fait société. Je vois bien le sujet. Ouais. Donc, tu le connais? Ouais, très, très très clair. J'ai des engagements à côté, et puis je parle juste ce podcast. Est-ce que je le fais classiquement, ou est-ce que des fois ça m'arrive de le faire le week-end Voilà. Là, on a des ponts au mois de mai, tu vois, des choses comme ça. Mais en même temps, est-ce que c'est du travail, pas du travail, voilà. Mais est-ce que c'est aussi du plaisir? Donc après, c'est très compliqué de mixer tout ça. Et comment est-ce que tu réagis aujourd'hui face je dirais, aux sceptiques, aux grincheux? Moi, j'aime pas trop c'était mieux avant, tu vois, les trucs comme ça, qui considèrent qu'aujourd'hui que les semaines de 4 jours, c'est un peu soit une utopie irréaliste, ou soit un concept élitiste réservé au milieu intellectuel. Déjà, je commence à leur dire que moi, mes clients, c'est une boulangerie à La Réunion, c'est une boîte de BTP dans le Finistère, c'est une usine agroalimentaire qui se pose la question d'y passer d'un point de vue saisonnier. C'est très terre à terre, c'est très terrain, c'est pas cadre bobo. Et d'ailleurs, quand on regarde la semaine de 4 jours, c'est l'avantage salarié le plus demandé, quel que soit le genre, femmes et hommes, plus de 70%, quel que soit le métier, et donc aussi les revenus, et quel que soit l'âge. C'est pas quelque chose de Gen Z. Après, moi, j'ai 5 raisons qui me laissent espérer que la semaine de 4 jours va se démocratiser dans le futur. Le premier, c'est qu'il y a un choc démographique dont on parle pas beaucoup globalement, mais on va, selon les projections de l'INSEE qui sont quand même assez optimistes, on sera à la majorité des actifs, au volume maximum d'actifs en 2036. Puis après, ça va baisser. Mais ça veut dire que les actifs, ils ont aussi un job. Et après 45 ans, toi et moi, on est bien placés pour savoir que ça devient plus difficile. Le deuxième point, c'est que dans 5 ans à peine, un Français sur 4 qui travaille, qui est actif, sera aidant. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout capé pour faire ça. Donc, on va devoir se réinventer en termes de société. Le troisième point, c'est l'égalité homme-femme. J'en ai un peu parlé, mais malgré tout, si on veut vraiment atteindre l'égalité homme-femme en termes de salaire, de carrière aussi, et puis aussi à la maison, il faut continuer les efforts qu'on a commencés. Et puis, l'enjeu générationnel, c'est notre modèle social, on le sait, il fonctionnera soit sur une baisse des cotisations, soit sur un allongement des durées de cotisation, soit sur de la retraite par capitalisation. On commence à laisser un peu ces gros mots traîner. Lorsqu'on va devoir négocier ça, Florence, ça te dirait de travailler 3 ans de plus, il va falloir donner les contreparties. Et enfin, et ça c'est un point qui a accéléré en tout cas les 12 derniers mois, l'IA est en train de disrupter les métiers, même si on n'en voit pas encore tous les gains. Mais ce qu'on dit aux salariés, c'est super, utilise-le, et tu verras, tu vas être plus productif, tu vas avoir des tâches plus intéressantes. Mais les salariés, ils sont pas bêtes, ils se disent, d'accord, ça peut-être pendant 2 ans, et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va supprimer la moitié des emplois, arrêter d'embaucher? Est-ce que je vais avoir encore une intensification dans la charge de travail? Donc comment est-ce qu'on utilise un nouveau contrat social en disant, une partie de ces gains de productivité, de ces bénéfices, il y en a qui ça va pour l'entreprise, une autre partie ça va pour les salariés. Et c'est comme ça en fait que les grands avantages sociaux se sont gagnés au cours du XXe siècle, et je pense que c'est comme ça qu'ils se gagneront au cours du XXIe siècle. Donc ça fait quand même 5 raisons très fortes, très structurelles, qui plaident pour réinventer un système. La semaine de travail de 5 jours, ça a 100 ans, ça n'a jamais bougé. Mais le monde du travail, il a fait quoi en 100 ans? Je pense qu'il n'y a rien à voir, mais totalement décalé. Ok. Alors tu parlais, on en a parlé à l'intro, tu parles des semaines de 4 jours. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept des semaines de 4 jours? Ça veut dire quoi, et pourquoi volontairement tu utilises cette expression? Parce que aujourd'hui c'est caricaturé, et je jette pas la pierre, c'est normal. On pense que la semaine de 4 jours c'est vendredi off et puis la boîte est finie et on est en vacances. C'est fou. En tout cas, moi, sur les 400 organisations qu'on a pu accompagner, on voit qu'il n'y a jamais eu une seule manière de le faire. La bonne manière de le faire, c'est celle qui répond à vos impératifs économiques et à vos enjeux RH.
Donc, je compte entre 12 et 24 formats de semaine de 4 jours et je vais essayer d'en citer quelques-uns. Ouais. Il y a la semaine de 4 jours, il y a une journée où on n'est pas là. C'est pas d'ailleurs forcément vendredi et l'entreprise va le faire. Mais il y a aussi des jours tournants. Ça peut être, toi Florent, c'est plutôt le mardi et puis moi Philippe, c'est plutôt le jeudi. Et puis on fait ça pendant 6 mois, après on intervertit. Ok. Et ça peut être différent par service d'ailleurs. Service client, il y a peut-être un impératif de continuité de service. Selon l'organisation de la boîte, son Exactement. métier, etc. quoi. Ça peut aussi être des semaines de 4 jours et demi. Mm. Bon, de toute façon, on le sait. Je veux dire, des études le démontrent. Le vendredi, c'est pas le jour le plus productif. Pourquoi est-ce qu'on se dit pas, bon, bah, on essaie de faire un vendredi matin où on carbure et puis à 13h, c'est fini. Ça peut aussi être une semaine sur 2. Ça, c'est une super manière de rassurer vos dirigeants, vos DRH. Une semaine 5 jours, une semaine 4 jours, Exactement. c'est ça? Ouais. Mais Ok. pourquoi pas une semaine par mois? Pourquoi pas une semaine, 3 mois dans l'année, 4 mois dans l'année? Et puis nous, quand on accompagnait certaines entreprises, je pense par exemple à Lita, eux, ils sont passés en semaine de 4 jours par défaut, mais ils se donnent la possibilité, X semaines dans l'année, de repasser à 5 parce qu'ils ont une saisonnalité ou parce qu'ils auraient un coup de bourre, avec un délai de prévenance. Ouais, mon canal de commande est plus important, par exemple, Voilà. des choses comme ça, quoi. Mais alors après, on me dira que je joue sur les mots, mais il y a aussi des entreprises qui se disent, bah moi je regarde la semaine de 5 jours, mais je fais 6 heures. Parce que fondamentalement, je sais qu'on peut pas être productif 9 heures, 10 heures par jour. Donc ce qui est important, c'est qu'on part des impératifs, enfin je dirais même, on part des raisons pour lesquelles vous considérez la semaine de 4 jours. C'est quoi le problème? Ou c'est quoi la volonté? Vous voulez innover dans l'organisation? Parce que vous dites c'est l'occasion enfin de challenger on a toujours fait comme ça Florent chez nous. Vous voulez favoriser l'adoption de l'IA dans certains métiers et donc vous vous dites bah, il faut que je fasse un contrat social ou d'un côté j'explique aux salariés que c'est aussi dans leur intérêt. Vous avez des problèmes d'absentéisme forts. Moi, il y a certaines boîtes industrielles, ils viennent me voir, ils ont 11% d'absentéisme. Je leur dis mais si on passe à 5, du coup elle est payée la semaine de 4 jours ou pas? Et donc il y en a d'autres, c'est pour fidéliser ou recruter. Je dirais on part des besoins, ça c'est le premier point. On se dit c'est quoi les contraintes? C'est quoi les contraintes? Qu'est-ce qu'on doit maintenir? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Qu'est-ce qu'on doit maintenir? Et puis après, on se dit bah, quel format on veut tester. Et plus les organisations sont grandes, plus elles vont tester plusieurs formats. Et c'est le but d'une expérimentation. Une expérimentation, c'est pas un acquis. Une expérimentation, c'est on se donne un cadre, on se donne des objectifs, on teste pendant 6 mois, 12 mois, et puis on fait le bilan. Ça marche ou pas? Et la réponse, globalement, ça marche. C'est-à-dire dans plus de 90% des cas, quand on s'est donné les moyens de concevoir bien. Alors c'était une de mes questions, c'est quand toi tu accompagnes, c'est quelles sont un peu les étapes concrètes que vous réalisez pour mettre en place la semaine de 4 jours. Tu parles d'expérimentation. Est-ce que ça c'est systématique? Comment est-ce que tu fonctionnes quand un dirigeant, une dirigeante, un RH t'appelle et puis te dit j'aimerais bien essayer quoi? Alors du coup, nous, nos offres, elles sont un peu de 3 ordres. Le premier, c'est acculturer et sensibiliser. Déjà, commencer à démystifier certains concepts et qu'est-ce que c'est. Après, il peut y avoir, quand les organisations sont un peu plus grosses, ces réflexions sur un audit de faisabilité. RH et outils aussi, enfin outils, process. Et donc là, audit, c'est-à-dire que tu vas interroger des salariés, le CSE. On va essayer de comprendre quelles sont aujourd'hui les frictions, où est-ce qu'on voudrait passer le temps et où est-ce qu'on fait. Et puis après, si la volonté est là d'y passer, à ce moment-là, on va prendre le temps de concevoir et planifier. C'est pas comme le Covid et le télétravail où on arrive et on dit bon bah demain tout le monde est en télétravail et puis on a réfléchi à rien et après on veut revenir derrière. Je suis un peu caricatural bien sûr, mais là on a le temps. C'est différent parce que c'est un événement soudain et chacun faisait ce qu'il pouvait quoi. Mais même les 35 heures c'était un petit peu ça d'une certaine manière. C'est ok, on y passe à telle date, débrouillez-vous. Là on a le temps de concevoir et de planifier bien. Donc on crée une équipe avec un sponsor. Bien sûr, si la direction est complètement fermée sur ce sujet. S'il n'y a pas de sponsorship, voilà, on est sur un sujet stratégique et transformationnel. Et après, on cadre l'expérimentation. Ça prend entre 2-3 mois. Ok. Et puis après, on décide d'appuyer sur le bouton. Ça veut dire on y va. Mais on sait pourquoi on y va, on sait comment on y va, on sait quelles sont les nouvelles règles du jeu, on sait où sont les gains de productivité qu'on va aller chercher. Pour mesurer. Exactement. Et de se dire, ok, ça fonctionne ou ok, ça fonctionne pas quoi. Moi, je crois que ce que je vois, je suis factuel et je suis pas un ayatollah du sujet. C'est-à-dire que si on me demande par A plus B que ça ne marche pas dans telle condition, je l'accepte sans problème. C'est-à-dire que je ne suis pas pour qu'on légifère aujourd'hui et qu'on dise la semaine de 4 jours, c'est obligatoire pour tout le monde sous tel format. Non, je pense qu'on a un cadre législatif qui nous permet déjà d'expérimenter. Expérimentons, montrons que ça fonctionne dans des secteurs variés, dans des tailles variées et notre méthode, elle marche. Okay. Notre méthode, elle marche. Donc, premier point, on conçoit. Deuxième point, on expérimente. Quand on expérimente, c'est pas gravé dans la roche. On peut se permettre aussi d'ajuster en cours d'expérimentation. Et derrière, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a bien marché d'un point de vue
entreprise, d'un point de vue salarié, d'un point de vue client, qu'est-ce qu'on doit ajuster? Est-ce que vous voulez continuer en semaine de 4 jours de cette manière-là, en semaine de 4,5, en quinzaine de 9 jours, peu importe? Est-ce que vous voulez ajuster des choses, poursuivre l'expérimentation, ou vous voulez arrêter? Et la grande majorité, c'est on veut soit poursuivre l'expérimentation, soit ça fonctionne, on a trouvé notre modèle. Donc je vais prendre un autre exemple, on a une association là qu'on accompagne. Pendant les 6 mois d'expérimentation, ils testent 2 modes très différents de semaine de 4 jours. Et d'ailleurs, c'est une semaine de 4 jours, tu vas apprécier, c'est 2 demi-journées. Ah, ok. Voilà, semaine de 4 jours, 2 demi-journées, oui. Et donc ils vont tester pendant 3 mois. Puis après, 3 mois après, ils changent, ils retestent pendant 3 mois, et puis je pensais qu'ils avaient divisé les effectifs par deux, qu'il y avait une partie effective qui faisait un modèle et l'autre partie l'autre modèle. Mais après, ils switchent. Ils switchent, exactement. Okay. Et oui, comme ça, tout le monde aura vécu, je dirais, quelque part les 2 modèles et de se dire. Comme ça, ils apprennent. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de graver dans le marbre un mode différent d'organisation. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon. Et pour trouver le bon, il faut du temps. Oui, et c'est pas forcément copier-coller celui du voisin. Le modèle. Jamais. Même là, on a 2 boulangers qu'on accompagne, ils vont pas faire la même manière. Oui, toi, tu n'arrives pas avec une idée préconçue, dire tiens, dans la boulangerie A, ils font comme ça, donc chez toi qui est aussi boulanger, ça va marcher, quoi. Non, on part vraiment de leurs impératifs économiques, qui peuvent être parfois assez proches, mais aussi de leurs enjeux RH et de leur culture, en fait. Oui, leur ADN, etc. Exactement, c'est pas pareil si je suis 100% en télétravail. Là, on a un cabinet de recrutement Omeva, ils sont principalement en télétravail. Le mode d'organisation, il est différent du bureau d'études, par exemple Adenda, qui ont que 2 sites, mais sur lesquels ils se retrouvent. Ok, très clair. Du coup, comment est-ce que tu mesures concrètement que l'expérimentation elle a réussi? Tu vois, tu as cité quelques indicateurs sur le turnover, sur les burn-out, etc. Comment est-ce que toi, tu te dis avec tes clients, ok, on part de cet état-là, on va faire notre expérimentation, puis on va mesurer un certain nombre d'indicateurs. C'est quoi les indicateurs clés qui sont pour toi indispensables pour s'assurer que ça fonctionne? Je pense que... Ou est-ce qu'il n'y en a pas, du coup? En fait, en tout cas, il y a une typologie d'indicateurs. Je ne vais pas te répondre dans ces chiffres d'affaires ou c'est la marge, etc. Parce que franchement, ça dépend des organisations. Puis tu le regardes par rapport à 12 mois de l'année dernière, tu le regardes par rapport au trimestre d'avant. La semaine de 4 jours, ce n'est pas une baguette magique. J'adorerais que ce le soit, mais c'est-à-dire que on ne peut pas singulariser uniquement la semaine de 4 jours dans la performance d'une entreprise. Par contre, on va regarder 3 typologies d'indicateurs. On va regarder les indicateurs liés à l'entreprise. Donc ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le chiffre d'affaires par personne, ça peut être la croissance, ça peut être la rentabilité, etc. On va regarder la notion, des indicateurs liés aux salariés, la qualité de vie au travail, la QVTC. Est-ce qu'ils sont plus stressés, moins stressés? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être en maîtrise, en capacité de faire leur job, etc. Et puis on va regarder des indicateurs liés aux clients. Voilà. Est-ce que ça a été un dollar pour le client, en termes de satisfaction, en termes peut-être de rapidité, qualité de livraison, etc., etc. Donc si on regarde ces 3-là et qu'on a pris le temps en amont en fait de dire pour nous ce sera une réussite si, et bien dans ce cas-là on est capable d'être objectif en disant ça marche très bien, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt pas, ça marche pas. Et c'est souvent un travail dans les entreprises qui y vont comme ça, qui est un peu mis de côté, et du coup à la fin on arrive, je pense qu'on l'a tous connu, et Florent tu me dis si c'est, mais des tests un peu mous. Ah je sais pas si ça marche. Ah, mais tu savais ce que tu cherchais? Ah non, je n'en suis pas complètement sûr. D'accord, donc on fait quoi? Ah c'est compliqué. Ok, très clair. Alors parmi les questions que je te pose, il y a des questions que j'ai imaginées, évidemment, que j'ai un peu préparées, mais aussi que des auditeurs et des auditrices m'ont posé. J'ai fait un petit post LinkedIn il y a quelques jours avant l'enregistrement, et certaines personnes m'ont posé quelques questions. D'ailleurs, tu as déjà répondu à certaines, pour être très transparent. J'ai oublié de les citer. J'ai une question quand même d'une personne qui s'appelle Florence Massard, qui est fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Nova Vision Conseil, et qui pose la question, qui a un peu répondu, mais c'est intéressant. Quels sont les secteurs où la semaine de 4 jours est le plus difficile à mettre en œuvre et pourquoi? Est-ce que toi qui as vu donc pas mal de secteurs d'activité, tu te dis, ok, c'est applicable dans tous les secteurs d'activité, parce que c'est ce que tu nous as exprimé, mais il y a quand même des secteurs d'activité où c'est un peu plus chaud, où ça nécessite peut-être plus de travail sur l'expérimentation, plus de réflexion en amont. On n'est pas là pour faire des réponses de normand. Ce que je pense, c'est que le fait d'avoir des formats différents peut rendre des formats plus applicables dans certains cas ou pas. Par exemple, l'industrie, tu as un moment où tu as beaucoup de production, et ben, tu vas peut-être mettre une semaine de 4 jours plus saisonnière. Ouais.
les métiers de la connaissance, peut-être que là, tu peux te dire, je passe en 4 jours, ou je passe en 4 jours, une semaine sur deux, je regarde mes résultats d'une semaine à l'autre parce que je les pilote bien d'une semaine à l'autre, et puis à la fin, je me rassure. Ce qui est intéressant, c'est que les motivations pour y passer sont différentes. Et donc après, je te réponds très très concrètement. C'est-à-dire qu'il y en a qui y passent parce qu'ils n'arrivent pas à retenir ou à attirer des talents. Et en fait, ça coûte cher. Il y a des coûts cachés à la semaine de 5 jours. Quand tu as 11% d'absentéisme ou quand tu as un turnover de 18 mois, tu as beau faire les meilleures actions de marque employeur. En fait, au bout d'un moment, c'est le tonneau des nanais. Tu en as d'autres qui y passent parce qu'ils veulent secouer leur organisation. C'est-à-dire qu'ils pensent que les gens passent trop de temps en réunion. Ils pensent que finalement, il n'y a pas assez d'appréhension de comment on peut faire différemment, que les nouvelles technologies, les possibilités en tout cas de casser les silos. Et donc ils se disent, bon bah c'est super, c'est un projet collectif fédérateur, je vais utiliser ça pour en faire un accélérateur de performance. Et moi je parle de performance sur la semaine de 4 jours. Je ne parle pas juste de qualité de vie au travail. Je pense que c'est vraiment un accélérateur de performance. Il y en a sur lequel je dirais il y a besoin d'une révolution, c'est plus complexe. Parce que aujourd'hui tu factures en TJM, donc tu factures en jour homme. Et donc s'il y a moins de jours, il y a moins de factures, quoi. Il y a moins de factures, en tout cas si c'est perçu comme ça. La question pour nous, c'est de se dire globalement, on le sait bien, finalement on va facturer en jour homme pour se rassurer, mais en fait on facture au résultat et au livrable. Et donc moi j'aime bien utiliser par exemple ces exemples de développeurs. Si tu arrives à avoir que des rockstars en développeur, bah, tu as un développeur, il est capable de coder 3 fois mieux, 3 fois plus vite, mais peut-être même juste 3 fois mieux qu'un autre, tu vois. Et aujourd'hui, bah, ils sont payés exactement pareil. Donc même dans des endroits où tu es payé à l'heure, je prends par exemple des cabinets d'avocats au Canada, etc., il y en a qui ont réussi à passer en semaine de 4 jours, ou 4 jours et demi, ou avec des formats, parce qu'ils ont fait basculer une partie de leur offre sur du livrable plutôt que sur du TJM. Après, il y a des métiers où tu as des gains de productivité individuelle que tu peux aller chercher en travaillant différemment, et il y en a d'autres où tu peux pas. La crèche de mon fils, par exemple, c'est en semaine en 4 jours, donc ils ont compressé les heures. Et ils y sont passés pourquoi? Parce que tu fais 40 km et tu es payé 3 fois plus. Donc ils avaient une équipe qui n'était pas stable, du coup ils demandaient aux parents d'aller à 16 heures tous les jours chercher leurs enfants parce qu'en fait l'équipe avait changé une fois en une année, et là ils ont réussi à stabiliser. Donc peut-être qu'individuellement, ça renchérit les coûts, mais ça coûte combien de recruter? Ça coûte combien de former? Ça coûte combien d'être en dèche de personnel qualifié? Et aujourd'hui, typiquement, c'est ce que l'industrie vit, c'est-à-dire 60 à 70 000 postes non pourvus, quoi. Donc, il y a un état de fait aussi de se dire, mais peut-être qu'à la semaine de 5 jours, juste reconnaissons que ça marche pas très bien, ça marche moins bien qu'avant, ça marche plus, en tout cas dans certaines industries, service à la personne, etc. Ouais. J'ai zappé le nom d'une boîte, mais je l'ai lu dans les Échos d'une entreprise industrielle qui a décidé, elle, de passer à la semaine de 3 jours, volontairement, mais 2 fois 3 jours. En fait, il y a 2 équipes, une équipe qui fait 3 jours, l'autre équipe qui fait 3 jours, et du coup, ils sont ouverts 6 jours, enfin, ils produisent 6 jours par semaine, ils produisent plus qu'avant, ils répondent mieux par les commandes, et du coup, le chiffre d'affaires par personne, il est meilleur. Et paradoxalement, les gens travaillent. Ils n'ont pas baissé les salaires. Hein. Ouais. Ils ont laissé les mêmes salaires. Donc, c'est très contre-intuitif à la base. Il y a énormément le sujet est dur parce qu'il y a beaucoup de contre-intuitifs. Nous, ce qu'on observe dans quasiment toutes les entreprises qui expérimentent, c'est que les gens, avant le passage en semaine de 4 jours, disent « j'arrive pas à m'en sortir avec mes tâches » parce qu'ils sont occupés. Est-ce qu'ils sont productifs? Ça, j'en sais rien, on les interroge. Et après la semaine de 4 jours, ils ont l'impression d'être plus en maîtrise de faire leurs tâches. Bah, parce qu'on est comme des couteaux qui s'émoussent. Je veux dire, au bout d'un moment, on perd notre tranchant quand on est fatigué. Et puis parce qu'on a profité pour en faire un accélérateur, on a repensé des choses. Il y a des choses qu'on fait plus, il y a des choses où on s'est réaligné. Et ça m'étonne pas ce que tu me dis. Et c'est contre-intuitif. Et c'est parce que c'est contre-intuitif que c'est difficile. Il y a quand même des mythes aujourd'hui sur la productivité. En fait, ça se saurait si la productivité c'était linéaire. Premier mythe. On le saurait. C'est-à-dire que le Mexique, le pays où on travaille le plus, ce serait le pays qui aurait le plus de revenus par habitant. C'est loin d'être le cas. On prend les pays nordiques souvent en exemple, on prend les Pays-Bas, etc. Ils bossent moins que nous. Ils bossent moins que nous, en moyenne. Donc ça, c'est le premier mythe. Mais il y a aussi un deuxième mythe, c'est nouveau. Bah non, c'est pas nouveau en fait. Il y a des centaines de milliers de femmes qui sont à 80%. Et moi, j'aime bien intervenir. Dès que je suis dans une entreprise un peu plus de 30, 50 personnes, je pose la question, combien de femmes sont à temps partiel chez vous? Je dis femmes parce que c'est 80% des temps partiels. Généralement, il y en a quand même pas mal. Je leur dis, mais vous avez revu leur objectif de 20% en baisse puisque vous me dites que la semaine de 4 jours, ça peut pas marcher chez vous, ça va faire 20% de chiffre d'affaires en moins. Et là, généralement, il y a un petit silence un peu gêné. Non,
La majorité des boîtes, ils passent à 80%, les femmes passent à 80%, on garde les objectifs, et en fait, elles y arrivent depuis des décennies, en fait. C'est juste injuste d'un point de vue salarial, et c'est injuste d'un point de vue retraite. Et enfin, c'est pas impossible. Le mois de mai 2024, on était en semaine de 4 jours toutes les semaines. Ce mois-ci, on est 3 ou 4 semaines en semaine de 4 jours. Et l'INSEE a sorti une étude qui dit un jour férié, c'est 0,05% de PIB. Factuellement, je veux dire, les preuves, elles sont devant nous. Maintenant, ça touche à la valeur travail, dans quelle valeur travail j'ai été élevé. Plus les dirigeants et les dirigeantes sont âgés, plus ils se disent non mais moi j'ai réussi, alors je vois pas pourquoi les autres ils réussissent. Vous avez réussi probablement parce que vous aviez un sacré paquet d'aides gratuits à la maison, en fait. Parce qu'il y a aussi des slogans du style travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, le travail n'est pas source d'enrichissement comme il y a 30-40 ans. C'est aussi factuel, en fait. Donc, et replacer le travail dans notre vie, c'est pas ne plus vouloir travailler ou perdre de l'intérêt au travail. C'est se forcer à faire passer sous les fourches codines d'une certaine manière le travail pour qu'il redevienne intéressant et qu'on se donne du rythme. Il faut savoir quand même qu'en France, la part des salariés qui se disent engagés au travail, c'est 7%. Alors, le chiffre, je le questionne. Mais par contre, on est les plus mauvais d'Europe sur cette étude-là. On devrait quand même s'interroger. Quand on vend le modèle social français, on devrait s'interroger. Ouais. 38e sur 38. Ouais. Et ça fait pas rêver. Non. C'est clair. J'ai une question de Maud, qui est DRH d'une entreprise qui s'appelle Panpharma. Et qui m'a écrit en disant moi dans mon entreprise on travaille 32 heures sur 4 jours ou 4 jours et demi ou 5 jours selon les services depuis plus de 20 ans, donc c'est quand même assez costaud. Et aujourd'hui elle m'écrit en disant le sujet revient au centre des échanges pour plusieurs raisons, avec notamment le point de la rémunération. En effet, c'est ces mots, travailler 32 heures implique d'être payé 32 heures, c'est donc moins intéressant pour tous ceux et celles qui ont besoin d'un salaire sur 35 heures. Mais ces questions, c'est comment aborder équitablement la thématique de la rémunération qu'à 32 heures. Et ton diaporama, ce que j'avais diffusé, ton diaporama, semble indiquer que seule une vraie organisation de 32 heures en 4 jours serait pertinente. Quels seraient alors les effets pervers ou négatifs d'une organisation à 32 heures sur 4 jours ? Alors, déjà, je trouve que c'est intéressant de citer Panpharma, c'est ça ? Panpharma. Ouais. Pour montrer que en fait, le sujet, il n'est pas nouveau non plus. Non, 20 ans. Voilà, je pense à Iprema, ils sont passés en 96. Et ils sont sur du... Oui, est-ce qu'on a toujours tendance à dire que c'est LDLC qui a été la première entreprise qui a fait la semaine de 4 jours ? Non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'était dans les années 90, avant les 35 heures. D'accord. Et puis après, le sujet avec les 35 heures a été enterré. Mais ça prouve que 20 ans après, 30 ans après, ils sont encore là. Donc bon, si c'était un four d'un point de vue économique, on n'entendrait plus parler. Par contre, j'ai besoin de comprendre sans doute un petit peu mieux. Est-ce qu'ils sont à 32 heures parce que tout le monde est à 80% et c'est la norme, ou est-ce qu'ils sont à 32 heures à 100% mais il y a des revendications salariales ? C'est pas exactement la même chose. Et effectivement, moi, ma conviction, c'est dans beaucoup de métiers, je dis pas dans tous, mais dans beaucoup de métiers, on devrait être plus axé sur des résultats. Et si on me dit, mais moi je suis incapable, mais ça c'est pas un problème de semaine de 4 jours, si tu es incapable de savoir quels sont les résultats de tes équipes, c'est un problème très stratégique pour toute ton entreprise. Donc c'est juste que la semaine de 4 jours le rend clair, le rend visible. Et donc la question c'est si on passe sur une notion de résultat et qu'on s'interroge, est-ce que je peux maintenir les résultats en travaillant mieux, en travaillant différemment ? Et bien dans ce cas-là, on a les mêmes problématiques de partage de rémunération, etc., que dans une entreprise à 5 jours. Et c'est en ce sens que je dis c'est pas une baguette magique. Par contre, je sais pas exactement si c'est tout le monde à 80%, et dans ce cas, ça pose une question de temps partiel. Okay. Nous, la réflexion sur la semaine de 4 jours, c'est qu'on reste à temps plein et vous passez le curseur où vous voulez. Mais si vous étiez à 39, peut-être que vous avez passé à 35. Si vous étiez à 35, peut-être que vous avez passé à 34, 32. Et toi, chez tes clients qui passent pas à la semaine en 4 jours, mais à la semaine de 4 jours. C'est-à-dire qui étaient à 35 heures sur 5 jours, ils passent à 32 heures par exemple sur 4 jours. Est-ce que du coup, les salariés ont une baisse de rémunération de 3 heures ou pas plus que ça, en fait, on maintient le salaire intégralement et non, parce que leur taux horaire a augmenté du coup mathématiquement, quoi. Ouais, non, sinon ça s'appelle du temps partiel. Ouais, ok. Et ça produit pas les mêmes effets en termes de motivation, évidemment. Clair, ouais, parce qu'à la fin du mois, il y a quand même un petit problème, quoi. Ça produit pas les mêmes effets transformationnels. Je pense que c'est un point qui me semble essentiel sur lequel insister. La semaine de 4 jours, elle est collective ou elle n'est pas, et la semaine de 4 jours, elle est transformationnelle ou elle n'est pas. Dit autrement, il ne s'agit pas de faire un Tetris ou de dire on fait exactement comme ce qu'on faisait avant et puis on coupe X heures.
Non, ça marche pas. Ça produira pas les bénéfices escomptés. On repense notre organisation et c'est pour ça que notre accompagnement dans le cadre de l'expérimentation nationale qu'on a lancée, il est stratégique, il est RH, il est juridique, il est global en fait. Parce que c'est pas du Tetris, c'est pas juste quelque chose où je reprends les plannings et je les modifie. C'est quels sont les points de friction, sur quoi on perd du temps à titre personnel, mais aussi au titre de l'organisation, comment on peut faire différemment. Est-ce qu'il y a des choses que je peux automatiser? Est-ce qu'il y a des choses que je peux arrêter de faire? Typiquement, les entreprises qui te contactent, on a trop de réunions, il faut qu'on. C'est un des outils qui va nous permettre d'éliminer des réunions, quoi. Tu vois, tu avais une étude d'Adobe qui disait que 14% des mails étaient vraiment importants. Ok. Et qu'en moyenne, tu as pas mal d'études qui montrent qu'on passe entre 6 heures et 14 heures par semaine en réunion et que ça a surtout une inflation de malade depuis qu'on a les outils de visioconférence et depuis qu'on a notre téléphone dans notre poche. Est-ce qu'on est productif ou on est juste occupé? Et donc on va aller travailler sur ces réflexions de comment on communique en interne, comment on communique en externe, comment on se libère des plages de temps qui sont où on n'est pas dérangé, on peut vraiment avancer sur le travail de fond. Combien de managers j'ai vu qui me disent mais moi ma vraie journée elle commence à 18h. Elle commence à 18h parce que de 9h à 18h je suis en réunion. Alors, la majorité des réunions, je parle 2 minutes où j'ai un impact qui est vraiment modéré. Je pense qu'en plus, on pourrait les faire en asynchrone. L'agenda n'est pas super bien préparé. Et puis enfin, je me dis, ah super, je peux enfin travailler à 18h. Beaucoup trop. Ouais, ok. Franchement. Ok. Alors, on travaille pas que là-dessus. Hein. Ouais. J'ai une question de Frédéric qui me demande, comme toute chose, a des avantages et des inconvénients. Bien sûr. De quoi de positif doit-on obligatoirement faire le deuil lorsqu'on passe d'une semaine de 5 à 4 jours? Quoi de positif? Je dirais, à quoi doit-on faire attention? Ouais. Ça fait des journées, souvent en tout cas, où les gens ont l'impression d'avoir un peu plus d'intensité dans le travail. Et donc l'enjeu, c'est aussi de planifier dans ce nouveau mode d'organisation des temps d'échange, que ce soit avec son manager ou des temps de sociabilisation. Donc on va travailler au niveau de comment on organise la semaine, mais pas uniquement d'un point de vue planning, voilà, mais comment est-ce que... Et dans la semaine, il y a des temps de focus, il y a des temps de partage, de typologie de réunion, il y a des temps d'échange à l'extérieur, et puis il y a aussi ces temps de sociabilisation. C'est important, on n'est pas des machines, et en fait les gens ils viennent au travail parce qu'ils y prennent aussi du plaisir à rencontrer leurs collègues, à échanger, etc. C'est encore plus vrai quand on est en 100% télétravail, d'être attentif à garder ces temps-là. Ok. Et sur l'aspect des RPS, du coup, est-ce qu'il peut y avoir un lien ou pas plus que ça? Nous, on accompagne les entreprises aussi à poser un cadre de suivi qui est intéressant. Et donc, je te disais, il y a 3 axes. Il y a l'entreprise, il y a les salariés et puis il y a les clients. Et ben, ce cadre de suivi, typiquement salarié, on encourage à le garder en fait. Moi, j'aime bien utiliser l'image de la semaine de 4 jours ou un format de semaine de 4 jours, c'est monter à vélo. Je commence à pédaler puis je m'arrête pas. C'est pas parce que 6 mois après l'expérimentation elle a fini que je vais m'arrêter. Et donc souvent c'est aussi l'occasion de mieux piloter, en tout cas la qualité de vie au travail, le ressenti des équipes, etc., etc. Et je prends un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée l'année dernière. Il nous disait voilà, on s'était donné la capacité de repasser ces semaines par an en semaines de 4 jours. Et on s'est rendu compte que comme on avait gardé aussi les enquêtes régulière des salariés, quand on repassait en semaine de 4 jours, le niveau de fatigue augmentait et la capacité à réaliser son travail diminuait, ce qui est très contre-intuitif. Ok. Et donc l'idée, c'est pas de se dire, c'est pas un projet que je referme. Ouais. Voilà. C'est un mode d'organisation que je vais maintenir et qui va me donner de l'agilité et qui va aussi me donner la capacité d'échanger avec mes équipes sur qu'est-ce qu'on devra changer. Ok. Je voulais revenir sur un cas d'ailleurs que tu avais partagé, je crois, sur ton profil LinkedIn d'un entrepreneur qui s'appelle Julien Lecor. Ouais. Ça va te parler. Moi, je le connais pas, cet homme. Tout ce que j'ai compris, c'est que lui, il était passé à la semaine de 4 jours. Alors, je sais pas sur quel modèle. Je crois que c'est pas avec toi du tout, mais et que ça n'avait pas réussi. En tout cas, que ça avait a priori même planté son entreprise, enfin, selon ses dires. Qu'est-ce que tu en penses? Et avec du recul, maintenant que tu connais sa situation et qu'il l'a partagé, qu'est-ce que tu lui aurais recommandé de faire ou de faire différemment qu'il n'a pas fait? J'étais allé à l'inauguration de son livre. Ouais. Déjà, moi, je pense que sur un sujet comme ça, il faut embrasser les sceptiques, en interne et aussi en externe. En interne, ils permettent d'avoir une meilleure expérimentation. Ils permettent de mettre des drapeaux rouges pour justement pas tomber dans certains pièges. Donc, c'est très important dans une équipe
qui souhaitent expérimenter la semaine de 4 jours, de ne pas avoir que des gens 100% convaincus. Et lorsque j'ai échangé avec lui, donc je lui ai dit, bah, ça m'intéresse parce que je pense que ça ne s'applique pas à 100% des cas. Et nous, parfois, ça nous arrive de dire à l'entreprise, on pense que que vous avez peut-être d'autres enjeux. Une entreprise qui est pas loin du dépôt de bilan, franchement, c'est pas le moment d'aller sur la semaine de 4 jours, par exemple. Ou une entreprise qui n'a pas du tout trouvé son business model, ou qui se fait complètement attaquer par ChatGPT et les implications que ça peut prendre. Bon, bah non. Il y a d'autres sujets à faire. Voilà. Il y a d'autres sujets à faire, et je suis à l'aise avec le fait de le dire. Dans son cas, c'était une décision unilatérale, ça n'avait pas été construit. C'était une décision d'une entreprise 100% en télétravail, qui avait fermé une journée sans avoir réfléchi à l'impact. Voilà. Et en termes de niveau de pilotage, ils ont piloté pendant 2 mois ou 3 mois, et puis après ils ont arrêté. D'accord. Donc ce qui était étonnant, c'est qu'en fait on se retrouvait sur 70% du constat. Ça doit être une expérimentation, ça doit être co-construit, ça doit avoir des indicateurs de réussite, de contrôle aussi. Il faut d'une certaine manière engager les équipes sur pourquoi on veut le faire, comment on veut le faire, c'est quoi nos motivations à y passer. Si on n'est pas clair sur les motivations à y passer, bah vaut mieux pas y passer. Ok, intéressant. Bon, t'es pas sans savoir qu'en France on a des partenaires sociaux, que tu dois être forcément échange avec eux. C'est quoi déjà toi ton analyse de leurs opinions sur ce terrain, et quels conseils tu donnes à un RH qui bien sûr a certes une direction, certes à des salariés, mais aussi à des partenaires sociaux avec lesquels travailler? Alors déjà, je trouve que le besoin d'acculturation et de sensibilisation est fort. Et donc nous, on intervient, je veux dire, avec un certain nombre de partenaires sociaux. On est soutenu aussi par la CFE-CGC. D'accord. Voilà, on est soutenu par Bilab France, on est soutenu par le M Lyon, entre autres, et Tomorrow Theory aussi. Ouais. Un coucou à Jérémy Labry, voilà, et son équipe. À Jérémy, mais très intéressant, la projection, et on se rejoint sur beaucoup de choses. Les partenaires sociaux, ils ont besoin de comprendre. Parce que eux aussi, ils peuvent avoir cette image de dire c'est vendredi, c'est fermé, et puis c'est fini. Quand on commence à leur montrer la pluralité des modèles, quand on commence à leur montrer le fait qu'on peut faire de la dentelle, toi qui es breton, sur ce sujet-là, bah déjà, ça permet ils commencent à se dire ah d'accord, donc peut-être que c'est négociable. Sinon, il y a beaucoup d'autocensure sur ce sujet, ça passera jamais, donc je vais pas y aller. Et puis on commence à leur dire mais on peut mettre ça dans la balance par rapport à d'autres choses, revalorisation salariale. On sait que le temps est plus valorisé que l'argent, même sur les petits salaires. En tout cas, il y a des études qui montrent ça. Et donc, on l'interface aussi dans une réflexion globale, télétravail, impact de l'intelligence artificielle, négociation salariale et semaine de 4 jours. Qu'est-ce que vous voulez privilégier, à quel moment? Derrière, l'enjeu, en tout cas, moi, ma posture est une posture d'expert, mais c'est aussi une posture de dire ça peut être un projet collectif, fédérateur, motivant. Et donc, comment est-ce qu'on fait de ce projet quelque chose où on s'unit? Donc, pour s'unir, il faut partager la vision. Et donc, il y a un vrai travail d'alignement de vision. Le deuxième point, c'est que plus les organisations sont grosses, plus elles vont voir une expérimentation partielle. Déjà, moi, je parle toujours d'expérimentation. Je pense qu'il ne faut jamais y aller sans apprendre. Il y a la théorie et puis il y a le réel. Il y a bien un mot à retenir de tout ce que vous avez dit, mais c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important. Ouais, parce que sinon, en fait, la vie, c'est pas ce qu'on projette. Comme on pourrait le faire, parenthèse, sur un autre sujet qu'est le télétravail, qui n'a rien à voir. Exactement. Voilà. Et qui pour le coup, comme il n'a pas été anticipé, derrière il y a des retours arrière, il y a des frictions. Alors que là, on a cette qualité de se dire on peut anticiper. Et donc, ils ont un rôle clé. Ils peuvent avoir un rôle soit de moteur, d'amener le sujet en fait à la direction, d'amener le sujet aussi auprès de leurs salariés, et on en accompagne certains pour qu'ils interrogent les salariés, mais qui posent des bonnes questions. C'est pas pour ou contre la semaine de 4 jours, de quelle semaine de 4 jours je parle, par rapport à quels autres avantages sur lesquels on peut travailler, etc. Donc on a vraiment ce travail d'accompagnement des CSE. Et après, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour trouver pour que ce soit mutuellement bénéfique. Et moi, je leur dis toujours, si c'est bénéfique que pour les salariés, ça ne marchera jamais, ce ne sera jamais pérennisé. Si c'est bénéfique que pour l'entreprise, il n'y aura pas l'allant. Il n'y aura pas l'adhésion. L'adhésion. Et c'est l'adhésion et la co-construction qui font que les gens se disent, tiens, je peux repenser mon métier, tiens, on peut repenser notre service, tiens, on peut repenser les interactions interservices, tiens, on va travailler. Et c'est ça, en fait. Et c'est difficilement tangible, mais c'est réel dans les chiffres. C'est ça qui fait que, tu vois, même en Allemagne, 45 entreprises, 2 années de récession, plus de 73% des entreprises continuent, elles ont réussi à baisser de 10% le temps de travail, elles ont maintenu la rentabilité, elles ont maintenu le chiffre d'affaires. Parce que tout le monde a envie que ça marche, en fait. Et alors on me dit souvent, ouais d'accord, mais ça va durer 6 mois ça. Bah non. Bah non, parce que une fois que je suis monté sur ce vélo et que j'ai interrogé on a toujours fait comme ça, bah après ça devient un état d'esprit. Ok.
Non, les gens qui nous écoutent sont principalement des personnes qui travaillent dans la fonction RH. Je suis à peu près convaincu que dans les écoles RH, on ne doit pas tellement étudier la semaine de 4 jours. Pas encore. Pas encore. Non, mais et du coup, tu parlais de l'acculturation des CSE, mais il y a peut-être l'acculturation aussi des RH eux-mêmes, hein, et c'est évident. Quelles compétences professionnelles nos RH doivent développer sur ce sujet? Pour moi, c'est d'arriver à justement pas avoir de parti pris, c'est-à-dire regarder objectivement quelles sont aujourd'hui leurs difficultés, Ouais. en tout cas leurs enjeux. Moi, je pars toujours des enjeux RH et des enjeux stratégiques de l'entreprise, et de se dire, est-ce que ça pourrait y répondre partiellement? Est-ce que ça vaut la peine au moins de tester? Voilà. Ne pas se mettre d'œillères, ne pas se fermer de porte. Derrière, nous, moi, j'aime bien utiliser cette image, mais j'essaie de planter le maximum de graines possible. Donc parfois ça peut être en séminaire, parfois ça peut être en keynote, parfois ça peut être en atelier. On essaie de se projeter dans un futur sans ouvrir la boîte de Pandore et dire on y passe demain. Ouais. On peut complètement juste s'interroger à un sujet sans être à appuyer sur le bouton le lendemain. Et donc s'acculturer, se sensibiliser à ce sujet pour se dire qu'est-ce que nous ont appris les différents pilotes, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui revient maintenant, et qui, à mon avis, ne va pas partir. C'est la première étape. Une fois qu'on a planté des graines, elles peuvent germer ou pas. Mais en tout cas, on a des billes pour éviter de se faire renvoyer dans les 22 mètres et dire, non, factuellement, il y a quand même des choses qui... Je prends un exemple, assurance et banque. En fait, il y a aussi la question des congés sur ce sujet-là. Il y a la question des jours fériés, il y a la question... il y a aussi des équilibres à trouver entre j'ai 10 semaines de congés ou je veux passer en semaine de 4 jours. Et autrement, on ne peut pas tout avoir dans 100% télétravail, semaine de 4 jours avec pas beaucoup de pilotage par objectif, 12 semaines de congé. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est des subtils équilibres. Et ma conviction, c'est que la semaine de 4 jours va devenir un paradigme, un modèle de semaine de travail et va cohabiter avec le modèle de semaine de travail de semaine de 5 jours à horizon 10 ans. Okay. Comme aujourd'hui, lundi, vendredi, c'est 35% des actifs. C'est pas plus en fait. Bah non. Il y a les indépendants, il y a les freelances, il y a ceux qui bossent le week-end, il y a ceux qui sont en temps partiel. Ok. Et forfait jour? Compatible forfait jour et semaine de 4 jours? Ouais. Je dirais que c'est quand on dit je suis à 217 jours, ok, mais... En fait, alors on va pas rentrer dans la technique du sujet, mais globalement c'est complètement compatible, c'est plutôt facile parce qu'en forfait jour, on me demande du résultat. Ouais, parce que tu vois, moi j'ai vu des entreprises où il y avait des semaines de 4 jours, sauf pour les forfaits jours. Il y en a qui ont fait ça, ouais. Et après, il y en a qui évoluent aussi sur ça. Il y a cette notion de se dire, quand je suis dirigeant ou quand je suis cadre à responsabilité, je dois travailler plus. Mais la réalité, c'est que c'est déjà le cas. Et donc, il y avait une métaphore, je ne sais plus qui est-ce qui la disait, mais en gros, quand on est dirigeant d'une entreprise, on conduit peut-être à 180 et puis il y en a d'autres qui conduisent à 90. L'idée, c'est si chacun diminue un peu, on part pas du même point. Donc, c'est pas une volonté ni de niveler par le bas, ni de remettre tout le monde exactement au même plan. Il y en a toujours qui travailleront plus que d'autres. Mais peut-être qu'au lieu de travailler 6 jours sur 5, 6 jours sur 7, je travaille 5 jours sur 7, là où l'équipe travaille 4 jours sur 7. Donc, on peut, en tout cas, je prends un autre exemple. On a des clients qu'on accompagne. Ils ont décidé que la semaine, qu'ils le faisaient partiellement dans le cadre de l'expérimentation pour ceux qui sont à l'usine et pas pour ceux qui sont au siège parce que eux bénéficient déjà du télétravail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ça s'entend, ça fait partie de la négo et... Ça fait partie de la négo, ça fait partie de la réflexion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas que quelque chose de col blanc qui est réservé au col blanc, etc. Sinon, ça fonctionne pas. Ouais, ça t'es aussi très très clair sur ce point. Ça c'est quelque chose qui est clé. J'avais une question et elle m'a traversé l'esprit, tu vois, et je l'ai pas noté. Donc comme quoi, il faut que je progresse encore. Sur un certain nombre de sujets. Oui, j'avais un sujet, effectivement, tu l'as cité plusieurs fois, sur justement ces fameuses, très souvent femmes à temps partiel, qui quelque part ont un temps partiel pour certaines choisies, mais pour certaines un peu subi. Est-ce que ça permet de travailler aussi sur ces sujets, de limiter ces temps partiels subis, souvent féminins? En tout cas, c'est sûr que celles qui sont à 80%, de fait, ça les replace dans un modèle à 100%. Ouais. Donc, on sait qu'une femme sur deux réduit son activité à l'arrivée d'un premier enfant.
que c'est 36% de revenus en moins la première année de la naissance. Donc ça les replace dans une capacité de se dire je peux faire carrière en fait. Je peux faire carrière. Sur les temps partiels qui sont subis, il y a une question qui n'est pas aujourd'hui tranchée par des études, mais que je trouve passionnante, c'est que la semaine de 4 jours réduit la pauvreté. Parce que 80% des familles monoparentales, ce sont des femmes, et le temps partiel subi également. Si je libère un peu de temps, est-ce que je vais pouvoir soit réduire mes coûts, parce que j'ai pas besoin d'utiliser ma voiture, ou si jamais j'ai des enfants, ça me permet d'avoir moins de coûts, puisque je prends soin d'eux, ou alors de me former pour préparer le coup d'après. J'espère que dans quelques années, je pourrais te dire qu'on a réussi à lancer des études sur ce sujet. Aujourd'hui, on va dire l'environnement macroéconomique, politique fait que autant il y a des pays qui sont très moteurs sur ces sujets, je pense par exemple à l'Espagne, le Portugal, où les gouvernements ont beaucoup avancé, autant en France, voilà, il y a un peu trop d'incertitudes, en tout cas pour que le politique, à part des personnalités comme Pierre Larouteau, etc., s'en saisissent. En tout cas ceux qui sont aux commandes. Ok. Alors il y a quelques mois, j'étais allé sur ton site web et j'avais rempli un questionnaire qui m'a permis de recevoir un audit un peu. Là, je l'ai fait pour We Feel Good, pour mon entreprise. Donc on y passe. C'est un sujet. Ma question, c'est, alors je suis pas retourné récemment pour être très honnête. Il y a toujours ce questionnaire et moi je l'ai trouvé très bien fait. J'ai trouvé effectivement extrêmement pertinent parce que d'abord je l'ai reçu rapidement, ça c'est cool. Et puis deux, avec beaucoup d'interrogations du coup pour mon modèle. Pourquoi tu as voulu mettre ça en place? Il y a deux raisons à ça. Le premier, au-delà d'attirer des leads. Ça, on va être très clash, mais c'est pas ça le sujet. Non. Pourquoi tu as voulu le mettre en place? Parce que je trouve que c'est un bon outil déjà pour se poser des questions. En fait, il y a une première raison c'est un sujet sur lequel je passe énormément de temps à démystifier en tout cas des concepts, démystifier des raisons pourquoi ça marchera jamais, quoi. Et donc je me suis dit moi je suis porte-parole, mais mon temps il est quand même contraint. Et donc comment est-ce que je peux aussi permettre, quand on voit qu'il y a 70% des salariés, 76% des salariés femmes qui veulent y passer, comment est-ce que je peux leur donner des arguments? Ça c'est le premier point. Et ça marche bien, parce qu'on a plusieurs centaines en tout cas de personnes qui l'ont renseigné, et que globalement les gens nous disent ça m'a permis de clarifier et le positionnement pour mon entreprise et de quoi on parle. Le deuxième sujet, et là je te livre un petit peu en exclut une autre des raisons, c'est que quand on dit aux gens votre organisation va passer en semaine de 4 jours, 4 jours et demi, quinzaine de jours, on se pose la question de où est-ce que je peux aller gagner du temps. Typiquement, ça c'est un cas d'usage où auparavant ça m'aurait demandé 45 minutes par entreprise analysée, et après j'aurais dû en plus faire le suivi de cette entreprise, et aujourd'hui ça me prend 2 minutes. Voilà, je gagne concrètement 3 heures par semaine sur ce sujet. Et donc je dis, si moi je le fais avec mes petits bras, peut-être que vous pouvez le faire aussi au niveau de votre organisation ou de votre service. Donc voilà, ça permet aussi de poser de montrer des chemins possibles. Ok. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui dans le monde du travail, est-ce que tu irais plus loin que la semaine de 4 jours? Elle est très bonne comme question. Est-ce que j'irais plus loin que la semaine de 4 jours si j'avais une baguette magique? Est-ce qu'au fond de ta tête, tu te dis 3 jours et demi? En fait, j'aime énormément la réflexion, justement, on en parlait de Mauro Terrari et de Jérémy Lamry sur la notion de modèle contributif. Je pense que, pour clarifier le propos, je pense qu'on a des temps de vie, en tout cas on dédie du temps à différents sujets, et aujourd'hui il n'y en a qu'un seul qui est tangible d'un point de vue valeur financière créée, c'est le travail, l'emploi en fait. Je reçois mon salaire. Or, pourquoi travaille-t-on? C'est un peu philosophique, mais on travaille justement pour prendre soin de soi, pour se prendre soin des autres, pour se réaliser. Et il y a beaucoup de travaux qui sont non rémunérés et qui pour autant sont absolument nécessaires à notre société. Je pense à l'éducation, je pense aussi à aider les personnes âgées, etc. Et donc je trouve que si j'avais une baguette magique, essayer d'avancer autant que possible sur une notion d'économie contributée. Florent, toi 3 jours et demi, tu es sur un emploi salarié, mais en fait tu contribues à hauteur de 2000 € sur ta journée et demie en plus.
parce que tu as fait ce choix-là et parce que grâce à toi, tu vois, tes voisins qui sont âgés, et ben, tu es là et tu leur permets d'éviter d'avoir un Alzheimer précoce, etc., etc. Voilà ce que je ferais. Ok, d'accord. Top. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ou un sujet que j'ai pas abordé, tu aurais aimé en parler? Ou tu penses Est-ce que je suis confiant sur le Ouais. fait que ça va se démocratiser ou Ouais. quel est le aujourd'hui en fait, je pense que paradoxalement un des plus gros freins c'est l'aspect générationnel. Mhm. On voit que les dirigeants et les dirigeantes, d'ailleurs dans certains pays c'était majoritairement des dirigeantes, sont plus enclins à concilier la semaine de 4 jours en fonction d'un certain âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Je commence à avoir mes enfants et je commence à prendre des responsabilités, et puis en plus mes parents ils vieillissent. Donc je pense que, en tout cas, on a des générations de dirigeants qui ont du mal qui aimeraient bien pouvoir projeter le sujet, mais qui ont du mal parce que quand tu as travaillé 40 ans d'une certaine manière, eh ben, c'est difficile de te dire que c'est pas de la fainéantise, c'est de la performance. Est-ce que dans les entreprises que tu accompagnes, il y aura une anecdote que tu pourras nous raconter, quelque chose que tu as vu, qui t'a marqué, qui t'a touché, qui t'a peut-être bouleversé? Alors aujourd'hui, elles sont en train d'y passer. Donc ça, je pense que c'est une. Donc enfin, le recul, on va l'avoir, tu vois, plutôt Ouais. dans 6 mois. Euh, Par contre, en tout cas, moi, qui me motive au quotidien, bien sûr, c'est les situations individuelles des personnes qui se disent, en fait, pour moi, ça peut vraiment changer ma vie. Mais ce que je préfère, c'est ceux qui arrivent et qui disent, bon, on m'a demandé de le faire. Franchement, j'en suis pas sûr. Euh, Ça m'a l'air compliqué, etc. Et puis au fur et à mesure du coup de ces mois de formation, ils deviennent les plus zélés. Et donc là, il y en a une où ils ont décidé de temporiser de quelques mois à l'expérimentation. Elle m'a dit, mais franchement, je suis dégoûté. Alors qu'au tout départ, c'était plutôt une approche, bon, on me l'a demandé, je vais le faire. Ouais. C'est bon. Voilà. Donc les sceptiques peuvent être les plus fervents des influenceurs une fois qu'on a levé, surtout qu'on a montré que ça pouvait être personnalisé et qu'ils ont l'impression d'avoir construit en fait. Nous, on n'est pas là pour construire pour eux. On les aide à co-construire. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Ou peut-être des RH qui sont passés la semaine de 4 jours, que tu connais, que tu as accompagné ou pas d'ailleurs. Mais, Camille Dard, Delmi, c'est intéressant. Ils sont quand Ouais. même à peu près 200. Ça fait 3 ans qu'ils y sont, donc ils ont du recul sur ce sujet-là. Meryl de Wiglot aussi. Ils ont réussi à montrer aussi qu'on pouvait le faire avec un aspect international. Iprema, alors je n'ai pas le Ouais. nom, mais ce qui est super intéressant, c'est que ça fait 30 ans qu'ils y sont. Ah oui, ok. Donc voilà, remettre un peu de temps long aussi sur un sujet comme celui-ci, je pense que ça permet de dépassionner les débats. Comment tu fais ta veille, toi pro aujourd'hui? En plus, tu es chef d'entreprise, donc tu as 50 sujets à gérer. Quand on est chef d'entreprise, Insuffisamment mal. Ouais, c'est ça on fait tout ce que l'on réponse. peut, mais est-ce que c'est plus du LinkedIn tout simplement? Est-ce que c'est des podcasts? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est une somme de tout ça? Qu'est-ce qui va t'aider à t'enrichir? Je fonctionne beaucoup par time boxing, donc bloquer des plages Ouais. de temps. Et j'essaie de bloquer des plages de temps aussi hors ligne, où je vais aller chercher des articles qui m'intéressent, et puis après je coupe les notifications complètement, et je me concentre dessus. Donc je passe un certain temps à lire, parce que je trouve que les idées complexes, il faut avoir le temps et la disponibilité d'esprit. Et puis après, LinkedIn reste un endroit où il y a à boire et à manger, mais il y a quand même aussi de la qualité. Et dans mes déplacements, ou à certains moments d'énergie dans la journée, effectivement, je suis très podcast. D'accord. Il y a des médias autour de la semaine de 4 jours, français ou internationaux, c'est pas forcément. On va peut-être sortir de notre microcosme franco-français. Est-ce qu'il y a je sais pas, des magazines, des livres, des blogs que tu recommandes là-dessus? Ou des gens qui prennent la parole comme toi et qui t'inspirent aussi? Ouais. Oui, enfin, le premier qui a lancé le mouvement, Andrew Barnes, Ok. avait un livre que je trouve très intéressant qui est The 4-Day Work Week. C'est 2019, mais bon, ça reste très actuel. Ouais, c'est pas non plus. Et ça permettait de voir qu'il avait une approche très performance en fait sur ce sujet-là. Le livre de Laurent de la Clergerie aussi, LDLC, moi je le trouve, c'est une approche complètement sociale. Donc, c'est vraiment deux manières de voir les choses. Qui à mon avis est une approche de pionnier, qui est une approche peut-être pas de la masse des dirigeants, mais extrêmement humaniste et auquel j'adhère énormément.
En termes de médias, il y a toutes les études, en tout cas, qu'on a dans le 4Day Week, qui sont faites par des chercheurs indépendants, je le précise. Okay. Le Lyon, j'ai aucune prise sur eux. Jean-Yves Boulin. Là, il faut aller sur le site web de l'ONG, quoi. Ouais, mais en fait, c'est surtout que ils ont leur méthodologie. Nous, on leur dit voilà telle entreprise qui y passe, mais après, j'ai aucune prise sur les conclusions qui sont rendues. Donc, c'est vraiment un travail de recherche académique. Oui, il n'y a pas des lobbies derrière qui financent le truc, quoi. Non, je te confirme. Ni en France, ni ailleurs. Okay. Et puis après, non, c'est un sujet qui, comme on l'a vu, pas forcément si nouveau que ça, mais sur lequel il a été remis au goût du jour pour les raisons qu'on a mentionnées, démographie, l'égalité homme-femme, de réflexion sur le travail post-Covid, etc. Et donc sur lequel il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, un acteur de référence. Nous, on a une newsletter mensuelle où on essaye de partager des choses sur la flexibilisation du temps de travail, mais globalement, sur la réflexion, c'est quoi sur le futur du travail. Donc je trouve que là-dessus, ton podcast en fait partie, des Pierre Monclos. Samuel Durand, ses documentaires, par exemple. Passionnant comme format. Et puis, on a besoin de gens qui réfléchissent au temps long. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est beaucoup dans la réactivité, et les réseaux sociaux nous mettent aussi dans la surréactivité du jour au lendemain. Or, le futur du monde du travail, ça se construit sur des décennies, des années. Et donc, c'est un sujet, la semaine de 4 jours, temps long. Je pense qu'il faut se reparler l'année prochaine quand tu veux. Mais il faut se reparler dans 10 ans aussi. Alors justement, si on veut te parler, moi je suis RH, je t'écoute, ou je suis membre d'un CSE, par exemple, j'ai envie de te contacter. C'est quoi, c'est LinkedIn? Je suis assez réactif sur LinkedIn, mais capacité à prendre rendez-vous directement sur 4jours.work. 4jours.work, on peut te contacter. 4 avec un chiffre. Ouais, de toute façon, je mettrai le lien. Ok, très clair. Un grand merci. Merci beaucoup, Florent. Un grand merci, Philippe, d'être venu à Paris. Et voilà. Je remercie au passage l'entreprise Cali Social qui nous offre gentiment une salle pour réaliser cette interview. Donc, c'est indispensable de les remercier et de les saluer. Un grand merci, Philippe. On se recroisera forcément dans ce petit monde, bien sûr, dans ce petit monde RH. On s'était croisé à HR Technologies 2025, la dernière fois qu'on s'est vu physiquement. Peut-être qu'on se croisera à HR Technologies 2026 ou peut-être avant, j'en sais rien, on verra. En tout cas, à bientôt et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!